C'était dans l'air depuis quelques temps, c'est maintenant officiel. Hansi Flick sera le nouvel entraîneur du Barça pour la saison 2024-2025. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet beaucoup trop important. Évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour débattre d'un sujet qui nous passionne tant, amis footballeurs, c'est de savoir si on aura un grand Barça compétitif la saison prochaine. Je vous ai d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, sorti une vidéo qui a fait pas mal réagir, qui a fait beaucoup de vues. J'ai bien apprécié sur un bon plan. Mais en tout cas, je vous invite en tout cas à la revoir, ceux qui n'ont pas encore vu. Elle sera disponible en description. Par contre, on va poursuivre toujours avec justement Hansi Flick, qui est justement le nouvel entraîneur du Barça. C'est impressionnant, on ne s'y attendait pas parce que Xavi avait dit qu'il restait, évidemment. Mais bon, on va revenir là-dessus plus en détail, voir si c'est un bon choix. Qu'est-ce qu'il peut apporter à ce Barça? Comment est-ce que l'animation de jeu au Barça sera faite maintenant? Qu'est-ce qui manque à ce Barça pour amener à Flick, j'ai envie de dire? Il manque des choses, on en reparlera. Mais bon, en tout cas, le Barça va devoir faire un grand saut et je pense que le Barça en est capable. Aujourd'hui, maintenant, on est en 2024, le 24 mai 2024. Souvenez-vous de cette image. En 2020, il y a un peu moins de 4 ans, qui l'aurait cru imaginer que 4 ans après, il serait l'entraîneur du Barça? Cette image effrayante, ce 2 buts à 8. Personne n'y croyait. Personne n'arrivait à y croire, franchement. Quique Sétienne, Lionel Messi, Suarez, non, personne. Personne n'aurait pu prédire un tel scénario. Et pourtant, cette équipe de Bayern a roulé sur le Barça. A roulé sur le Barça. Maintenant, ça demande quand même un certain travail, on va dire. Tout n'est pas arrivé comme ça. C'est pas un claquement de doigts. Le Bayern allait mal avant son arrivée. Le Bayern va mal maintenant depuis son départ. On peut le voir actuellement. Ils vont peut-être finir avec compagnie. Mais bon, évidemment, si l'entraîneur arrive, il y en a un autre qui s'en va. C'est bien évidemment Xavi. Xavi qui, après 2 ans et demi, s'en va. Ben, je dirais un bilan assez mitigé. C'est-à-dire, au niveau des titres et tout ça, il a ramené le Barça à un échelon qui supérieur par rapport à ce que Koeman avait fait, par rapport à ce que Valverde au moment où il était parti était là. Le Barça est en train de se reconstruire progressivement. Xavi a fait partie de cette progression, ça, on ne peut pas le nier. Il a fait un meilleur résultat que Koeman. Il a eu des joueurs mieux aussi, des joueurs qui lui ont permis de remonter la pente dans ce Barça, mais je pense qu'aujourd'hui, il est arrivé à un point où il est important pour lui de céder la main. Je pense que c'est important d'avoir un nouveau cycle et je pense que Hansi Flick est la personne idéale. J'ai retourné un peu ma veste par rapport à la vidéo que j'ai sortie. Je vous l'invite évidemment encore une fois à la regarder, mais je pense qu'Hansi Flick va apporter quelque chose que Xavi n'avait pas, de la rigueur, plus de rigueur et un staff beaucoup plus complet et beaucoup plus sérieux. Ce n'est pas normal que ça fait 2 ans et demi que Xavi est là, les blessures, ça s'enchaîne, il n'arrive pas à trouver un certain équilibre et à savoir gérer euh, pardon, ce comment est-ce qu'on appelle ça, à savoir gérer cette préparation que les joueurs ont besoin. Et voilà, on en reviendra après, mais il y a surtout un joueur qui en a vraiment besoin de ce changement, parce que sinon, il est en train de manquer le train pour devenir un grand joueur, et ça, je serais vraiment déçu de louper ça. En tout cas, voilà, c'est officiel, comme on peut le voir. Xavi est limogé, mais finira bien la saison à Séville ce week-end, alors que Flick a signé un contrat de 1 an, plus une année en option. Le joueur dont je parlais, bien évidemment, c'est Pedri. Pedri. Mais pourquoi est-ce que va venir Pedri? Parce que Pedri, évidemment, c'est un joueur qui est le premier à souffrir de la plupart des blessures. Gavi en a une, mais Pedri n'arrête pas depuis cette fameuse saison avec Coman de ses 18 ans. Aujourd'hui, il en a 21, bientôt 22. On a besoin de voir un Pedri. Et pour le monde du football, on a besoin de voir un grand Pedri. On a besoin de voir un Pedri éclore aujourd'hui. Ce n'est plus possible que Pedri se blesse. Et je pense que la rigueur de Flick et le repositionnement qu'il pourrait avoir dans cette arrivée de Flick pourrait amener Pedri à prendre une nouvelle dimension
mais dans les années à venir, je ne parle pas évidemment que de cette saison. S'il arrive à cette saison, ok, mais ça prendra du temps. Je pense que Flick a besoin de progressivement connaître ses joueurs, de pouvoir avoir une saison pour mettre ses bases et la saison d'après, aller chercher, certes, l'objectif toujours du Barça, c'est d'aller chercher des titres, mais je pense que le Barça sera vraiment un gros concurrent la saison d'après. Moi, je pense que le Barça, ce mercato doit poser des bases, comme je l'ai dit, mais et après continuer sur cette lancée. En tout cas, Pedri, Gavi, ça va forcément apporter, ça va pas apporter, mais ça a besoin de quelque chose un déclic, quelque chose de mieux et de la concurrence, évidemment, que Flick peut amener avec un mercato intéressant. Évidemment, on en revient évidemment à ce qu'avait dit Deco il y a quelques mois. Le futur entraîneur devrait rompre une fois pour toutes avec le passé du Barça. Je suis désolé, mais dans le football moderne, le Barça a besoin de changer quelque chose. On est content d'avoir une Xavi, on est content d'avoir eu Coman. C'était important dans le renouveau du Barça, je précise bien. C'est important dans ce renouveau barcelonais. Mais le Barça a besoin de quelque chose d'autre. Et je pense que un Flick avec une telle rigueur, la rigueur allemande, avec son fameux gegenpressing, un petit changement de système qui va apporter quelque chose de différent, je pense que ça peut vraiment aider Barça à passer un palier et retrouver progressivement les sommets et son niveau d'antan. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu sur la tactique de Flick. Comme on peut le voir un peu là, c'est quand le Bayern en rouge et à gauche en rouge, on peut voir le Bayern et à droite, c'était lors du fameux 8-2. Là, on peut voir le Bayern, ce n'est la préférence de Flick, c'est souvent un 4-2-3-1, ok. Mais comme on peut le voir, c'est un système assez hybride. Voilà, quand l'adversaire a le ballon, là, on peut voir à gauche un 4-4-2 en losange, où on pourrait évidemment voir un Lewandowski plus revenir évidemment en numéro 10 avec les deux ailiers qui rentrent dans le jeu. Et de l'autre côté, on peut voir justement euh, le club du Bayern fort concentré dans le jeu. Et comme ça, pour laisser l'espace justement aux latéraux. Les latéraux, une fois qu'ils ont reçu le ballon, eh ben, là, c'est là que le pressing se met en place. C'est là que le Bayern ne laisse pas respirer son adversaire. On va le voir justement dans cette image-là. Le Bayern ne laisse rien paraître. On peut le voir là. Et tout le monde fait les efforts, tout le monde bloque et il n'y a aucun moyen pour que les joueurs du Barça, comme on peut le voir sur ces images, trouvent une solution. Et c'est ça qui sera important, justement, que ce Barça retrouve quelque chose dans le pressing. C'est important aujourd'hui le pressing d'aujourd'hui. Et on en reparlera évidemment dans la composition que je vous proposerai après. Évidemment, au Barça, il n'y a pas que du pressing, il n'y a pas que la perte de balle, il faut aussi proposer du jeu. Et qu'est-ce que fait Flick? On va le voir évidemment tout de suite. C'est ça. Flick, on peut le voir. Défensivement, il essaye justement de proposer un jeu où il va essayer de garder le ballon défensivement et attendre que l'adversaire vienne se découvrir vers eux. Une fois que c'est fait, on peut voir celui qui a le ballon au milieu de terrain, c'est un certain Kimmich, qui va jouer justement avec le Bavarois au milieu de terrain, vous pouvez le voir, hein, le plus au milieu, et écarté justement vers l'arrière gauche qui était Davis pour essayer d'aller trouver directement la solution où tu as de l'espace, où tu peux directement te projeter. Et une fois que tu peux te projeter, que tu as de l'espace, tu vas derrière chercher la profondeur des alliés avec la vitesse des Sané, avec la vitesse des Coman qu'il avait à disposition. Il avait évidemment un Lewandowski qui avait de la vitesse et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important d'avoir un Flick parce qu'on va avoir peut-être la chance d'un Victor Roquet quelque part dans un système comme celui-là. Et je ne perds pas plus de temps. On va directement s'attarder justement sur la planche tactique. La planche tactique, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder justement ça. Voilà, ça c'est le 11 que le Barça a aligné face au PSG lors de cette défaite malheureusement à domicile. 1-4. Qu'est-ce qui se passe? On a un 4-2-3-1, un 4-3-3, pardon. Évidemment, Flick, tu vas passer en 4-2-3-1 sur papier. Donc, si on en croit ça, on passerait comme ça, avec un Gundogan en 10, un De Jong en 8, mais comme on peut le voir, et on le sait, De Jong, Pedri, ça ne marchera jamais en double pivot en 8. Il te faut absolument quelqu'un
de box to box. On parle beaucoup de Kimmich, des trucs comme ça. On en reviendra après pour les recrues. En tout cas, on voit déjà que ce Barça va se concentrer là-dessus, sur un effectif, un système en 4-2-3-1. Maintenant, au niveau de la compo. Sans compo, d'abord, on doit dire deux joueurs qui, pour moi, vont partir, qui est primordial pour l'avenir du club, je pense. Même, mais on va voir que c'est deux gros départs, mais qu'avec ce que Flick peut amener, ça va être moins une grosse perte que ça, en fait. Donc, pour moi, Aroro, il veut pas. On parle d'un départ, ça part. 80 millions d'euros. De Jong, 80 millions d'euros, on a parlé dans la précédente vidéo, j'en ai dit. Il a un beaucoup trop gros salaire, donc ça part aussi. Pedri, c'est pas lui que j'aurais bien instauré dans les semaines plus tard, c'est Gavi. Gavi, intéressant. Koundé repositionné dans l'axe. Cancelo passe à droite. Et là, c'est pour ça que j'ai dit, Cancelo, je ne veux pas le garder si Xavi restait. Parce que Xavi a la fâcheuse tendance à jouer avec un Koundé à droite et aime bien, et comme ça, repasser à 3. Là, Flick, c'est totalement différent. Il aime bien que ses backs se projettent. Alors Koundé a été très bon, mais je pense que sa vraie position, ça lui fera du bien de retourner dans l'axe, à côté d'un Koubarsi qui est évidemment en pleine progression, qui continue et qui pour moi mériterait une place. Baldé va évidemment revenir. Ça, ce sera hyper important que Baldé revienne. C'est l'ADN du Barça et c'est super cool. Gavi, évidemment, il est blessé, donc on ne va pas tout de suite compter sur lui. Mais dans l'avenir, moi, je pense que ça peut être une super solution. Voilà. Et donc, vous pouvez le voir, il manque un numéro 8 à côté. Alors, moi, j'ai plusieurs solutions. Je vais vous les montrer directement. Kimmich, Onana, Goretzka, Thuram et Amrabat. Amrabat, voilà. Ça, ce serait les 4 gros joueurs, 4 propositions que je propose en milieu de terrain comme qui reviennent assez souvent. Souvent, peut-être pas. Thuram, c'est peut-être une de moi-même, mais Onana, Kimmich, Amrabat, c'est des noms qui ont souvent été liés au Barça ces dernières années. Et évidemment, on peut croire qu'un Kimmich, ça peut être très intéressant. Et je pense qu'un Kimmich, justement, pourrait s'y retrouver dans un système comme ça. Je trouve que Kimmich, avec la probable arrivée de Compagnie, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais n'a pas beaucoup à apporter, je trouve, dans le nouveau système que Compagnie peut mettre en place. Goretzka, il est à un an en plus de la fin de son contrat, pardon, Kimmich, il faut bien l'ajouter. Amrabat, ça peut être un profil intéressant. Il va retourner à la Fiorentina, pardon, donc il lui faut une porte de sortie. Onana, pour moi, c'est pas possible, il va aller jouer en Premier League. Thuram, il a un peu perdu sa super, pardon, du côté de Nice. Donc c'est un peu compliqué de faire le passage directement au Barça. Et Goretzka, pour moi, c'était le choix parfait. Il a vraiment fait quelque chose de très intéressant. Après, j'ai remarqué, il lui reste encore 2 ans de contrat. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution non plus. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Goretzka, je pense qu'il peut se relancer à la limite avec Compagnie. Je vois plus Goretzka se relancer avec Compagnie plutôt qu'un Kimmich. Donc moi, ma première solution, c'est Kimmich. Après Kimmich, on connaît la maison bavaroise, ça coûte très cher. Et derrière, moi, j'ai d'autres solutions. J'en avais parlé, Florentino, dans ma précédente vidéo. C'est un choix intéressant. C'est un choix qui peut jouer en 6, qui peut jouer en 8. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec tant que ça depuis l'éclosion de João Neves. Mais pourquoi pas? C'est toujours un choix intéressant. Moi, je valide. J'ai mon coup de cœur de la finale. Alors maintenant, j'ai deux coups de cœur de la finale de l'Europa League. C'est évidemment Ederson et Coupe Miners, qui je trouve vraiment, autant dans un rôle de 6, tu ne peux pas les voir, autant dans un rôle de double pivot en numéro 8, 6, mais avec Gavi, ça pourrait être vraiment monstrueux que de voir un Coupe Miners ou de voir un Ederson, deux joueurs déjà qui ont 24 et 26 ans, donc qui ont déjà pas mal d'expérience et qui ont du bagage technique et physique. C'est là que Flick en aura besoin. Des gars qui vont au charbon, des gars qui savent courir, des gars qui savent jouer au football. C'est tout ce qu'on demande. Et donc, pour moi, je partirais plus sur un Ederson aujourd'hui qu'un Coupe Miners, parce que Coupe Miners va coûter plus cher, je pense. Mais Ederson, je pense que ça peut être un choix très intéressant, franchement. Et pour moi, donc, on l'a dit, aujourd'hui, on aurait vraiment, hop,
le terrain coupé en deux avec vraiment cette zone des joueurs qui vraiment sont très très importantes pour Flick. Maintenant, pour moi, tu le vois, tu as un Pedri qui pour moi serait la doublure de Gundogan. Pedri serait plus intéressant. On l'a vu dans la saison où le Barça était en Europa League, ça remonte déjà longtemps. Mais Pedri peut être très intéressant dans les 16 derniers mètres, mais il n'ose jamais frapper. Là, il sera obligé, il sera dans une position où le Barça le met bien. Et on l'a vu, je l'ai dit, c'est un 4-4-2. Et ce qui se passe aussi quand le Bayern n'a pas le ballon, le Barça n'a pas le ballon, pardon, mais que Flick joue avec le Bayern, c'est qu'on passe souvent en 4-4-2 avec les ailiers qui redescendent un petit peu comme ça. Et on a vraiment au Gundogan, le numéro 10, qui monte à hauteur de Lewandowski. Ça peut être sympa aussi, mais je le dis. Gundogan, pour moi, c'est encore une saison titulaire, mais on aura vraiment rotation. Pedri, Gundogan, je l'espère vraiment. À gauche, il faudra trouver quelqu'un pour remplacer Rafinha. On a évidemment le petit Joao Félix. Il faudra voir ce qu'il en est. On a Ansu Fati. On a Ferran Torres. Voilà. Moi, personnellement, Ferran Torres, pour moi, je l'ai dit, ça reste à droite. Fati, point d'interrogation. Et Félix, j'aimerais bien le garder parce que ça peut être intéressant en prêt si ça coûte pas cher. OK? Why not? Ensuite, tu peux faire ça, hop, hop, pourquoi pas. Mais voilà, Rafinha, pour moi, c'est plus un titulaire. Félix non plus, tant qu'il ne change pas sa mentalité. C'est pour ça que moi, j'ai différentes pistes. J'ai d'abord Mitoma, aussi souvent associé au Barça. J'ai ensuite Kvaratskhelia, aussi associé au Barça dernièrement. Florian Wirtz, qui aime beaucoup le Barça. Et enfin, non, pas enfin, deux solutions. Luis Diaz et Iñaki Williams. Nico Williams, pardon, je me suis trompé. De Williams, pardon. Donc, on a ici 5 choix. Donc, très clairement, on va pas passer. Wirtz, c'est mort. Il a annoncé qu'il resterait. Même si pour moi, un jour, si Flick venait à rester plus longtemps, Wirtz, dans ce rôle, le numéro 10, serait très 10 et gauche serait vraiment. C'est mon rêve. Franchement, ce serait vraiment incroyable de voir un Wirtz au Barça, mais le Barça n'a pas les thunes à l'heure actuelle et n'est pas capable. Kvaratskhelia, ce serait hyper intéressant, mais c'est quand même aussi cher, une centaine de millions d'euros, ça devient beaucoup trop cher. Il reste 3 choix. Nico Williams, je vais déjà vous le dire, ça va se jouer entre deux, parce que Mitoma, j'aime bien, parce que c'est un excellent dribbleur qui peut amener énormément de percussions comme un Yamal, mais justement, ça manque un petit peu de finition dans le dernier geste, et ça, le Barça en aura besoin. Donc, je pense que Williams ou Luis Diaz, c'est des excellents choix. J'ai choisi Nico Williams lors de la dernière vidéo. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, dans cette reconstruction de Liverpool A, si jamais il y a un coup à faire avec Luis Diaz vers 50 millions d'euros, je fonce dessus. C'est un mec hyper rapide, 26 ans, 27 ans. Il faut aussi des gars d'expérience et des gars d'un certain niveau pour encadrer cette jeunesse barcelonaise. On en a marre aujourd'hui. Le football, c'est devenu ça. C'est d'aller chercher la nouvelle pépite. Mais on crame les joueurs. Allons chercher aussi des joueurs. C'est compliqué aussi aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui de trouver des très bons joueurs, mais qui ne coûtent pas trop cher. Luis Diaz est une exception, je trouve, et serait très intéressant. C'est plus possible aujourd'hui d'avoir un football où on surévalue les joueurs. C'est trop, c'est abusé. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, évidemment, mais c'est déconné. C'est déconné. Même pour moi, Luis Diaz est mon favori maintenant, avec un petit Yamal. Si on sait faire les deux, évidemment, je n'y crois pas, mais bon, ce serait mon rêve à plus moyen terme, avec la triplette qui serait incroyable. Franchement, ce serait vraiment incroyable. Je l'ai dit, Victor Roquet devant en doublure de Gouillou, mais en vrai doublure. Je vais y arriver. Roquet en doublure de Lewandowski, mais cette année en vraie doublure. Et je compte sur Flick pour justement assurer cette transition Lewandowski, Roquet, et je pense qu'il en est vraiment capable. Et enfin, dernier chantier, c'est la défense centrale. Koundé, c'est bon, on est content de le voir, mais on va pas se mentir, il y a un truc à faire. Koundé est pour moi trop petit
entre guillemets, et n'a pas le leadership pour encadrer Koubarsi à côté de lui. Dans une défense à 3, j'ai envie de dire, ça pourrait être intéressant. Une défense à 3. Dans une rotation à 3, il peut être très intéressant. C'est pour ça que moi, j'ai 2 propositions. J'ai tout d'abord Scalvini. On va croire que je suis fan de l'Atalanta, mais vraiment, il y a des joueurs top, top, top là-bas. Et Diomande du Sporting. 2 profils très intéressants qui me plaisent beaucoup. Malheureux, mais je pense qu'un Diomande aujourd'hui serait plus intéressant parce que c'est trop compliqué aussi. C'est comme en Angleterre en fait. Les Italiens, c'est compliqué d'aller dénicher de leur pays. Donc je pense qu'un Diomande, un Ivoirien qui pourrait former une défense centrale sur le long terme vraiment avec Koubarsi, Diomande, Koubarsi, ça me fait rêver. Et je pense que s'il y a de la thune, si tu vends Aroro, que tu vends De Jong et tu récupères de la masse salariale à gogo, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire pour aller chercher Diomande qui est vraiment en pleine ascension ces dernières années. Tu aurais vraiment 4 très bons défenseurs avec Martinez, encore une fois, dans cette rotation. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Christensen qui peut être là aussi, évidemment. Je ne l'oublie pas, parce que tu as Koundé qui peut évidemment dépanner à droite. Tu as Hector Fort qui peut être là à gauche, que je préfère. Au milieu de terrain, on va finir avec les joueurs, évidemment, qu'il reste. Il reste un Fermin Lopez, qui je considère plus dans un numéro 10, ou alors un faux ailier à gauche. Rafinha, évidemment, à gauche. Félix, qui serait aussi ici. Et enfin, Ansu Fati, où ça devient compliqué pour lui. Évidemment, je pense qu'Ansu Fati, si j'attends de voir la pré-saison, mais moi je le considérerais plus comme un numéro 10. Ansu Fati, il n'a plus la percussion. Et je pense que dans une rotation, encore une fois, l'année prochaine, il faut penser que ça peut paraître beaucoup, mais il faut penser à un truc. Gouyou, il n'aura pas tant de jeu que ça. Fati peut jouer en 9 aussi, en 10, à gauche, à droite. Il y aura une saison de dingue l'année prochaine. Hein. Il y aura 8 matchs de Ligue des Champions de phase de poule. Il y aura la Super Coupe d'Espagne. Il y aura le championnat. Il y aura plein de matchs. Donc, pas de souci. Pas de souci. Et évidemment, dans certains matchs, Pedri pourra repasser là. C'est pas là que je le préfère, mais je pense que c'est intéressant de parfois changer de système. Si parfois Flick veut repasser dans un système à 3 milieux de terrain, pourquoi pas. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et enfin, comme on peut le voir, il y a on aurait beaucoup de possibilités en pointe. Au milieu de terrain, c'est assez vite. C'est pour ça que moi, je vais rechercher une 3e option en la personne de Manu Koné. Et ça, c'est ma petite surprise de Nipan. Je présente d'abord Manu Koné. Manu Koné, qui c'est? C'est une petite pépite. C'est un jeune de 23 ans, pardon, qui joue du côté de Gladbach, qui n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais qui, dans l'abattage défensif, dans les passes progressives, est très intéressant, je pense, pour un Barça. Et dans une rotation, ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, il a une valeur sur Transfermarkt de 25 millions d'euros, qui a baissé par rapport à l'année dernière où c'était 40. Donc je pense que c'est le moment, parce que lui, c'est un joueur qui, je crois, beaucoup plus qui a vraiment du potentiel. Et je pense que on parle toujours, je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, la surévaluation des joueurs, ça me gonfle. Alors, si un bon joueur peut avoir fait une moins bonne saison, mais qu'on sait qu'il a le talent pour faire mieux, moi je dis pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas et l'inculquer là-dedans. Après, tu aurais évidemment les jeunes Casado et les jeunes Bernal, qui je crois beaucoup qui va arriver. Ça peut être très intéressant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, évidemment, vous avez pu le voir, j'ai mis aussi le petit Larsson, mais c'est kiff-kiff avec Koné, c'est un jeune suédois de 19 ans qui joue pas mal avec Francfort. Après, à voir, c'est l'un ou l'autre qui je trouve intéressant. On a parlé aussi de Lookman à gauche, mais Lookman, en fait, Lookman, je trouve que c'est le joueur par excellence d'un collectif. En fait, Lookman, c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui est bon dans les 1 contre 1 et tout ça, mais je ne sais pas si arrivé au Barça, c'est un autre environnement. Il rate un match à l'Atalanta, c'est pas grave. Là, il est adulé partout, ok, mais j'attends de voir en tout cas. J'attends de voir. Mais en tout cas, c'est très intéressant et ça donne. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, parlons un peu de ma pépite. Le petit Nipan. C'est un jeune de 17 ans
Aujourd'hui, tout le monde s'arrache la future pépite, tout ça. Au Barça, la clé, souvent, au Barça, ça a toujours été le milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui peut jouer en 10, qui peut jouer en 8, qui peut jouer ailier gauche. C'est un joueur polyvalent aujourd'hui, Nipan. C'est un joueur qui, en Norvège, est déjà titulaire dans son club à Rosenborg. Si on peut en croire les stats, justement, euh, si on peut en croire justement les stats proposées par Transfermarkt, aujourd'hui, c'est 9 matchs, 1 but, 3 passes D depuis le début de saison. Mais toute compétition confondue, c'est 12 matchs, 6 passes D, ce qui est quand même pas mal du tout pour un petit jeune de son âge. Il a déjà une valeur à 7 millions d'euros pour un joueur qui évolue dans le championnat norvégien. Donc moi, je pense que je le sécuriserai, j'irai l'acheter et pourquoi pas le reprêter dans 6 mois encore dans son club et qu'il arrive à 18 ans avec beaucoup de talent, je pense. Mais ce petit, il y a, là, on en fera peut-être une vidéo, mais il a beaucoup de talent. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité sur un terrain de foot. Et je pense que le Barça doit pouvoir prioriser certaines cartouches. En tout cas, voilà, c'est là que s'achève cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous d'entendre tout ça. En tout cas, j'avais beaucoup de choses à dire, je pense. Aujourd'hui, le Barça a beaucoup de choses à faire pour retrouver les sommets. Mais bon, on va pas se mentir. Je fais confiance à Flick. J'espère que cette nouvelle transition va faire du bien à ce Barça, qu'il pourra se permettre d'être à nouveau sur le sommet de l'Europe bientôt. Peut-être pas de l'Europe la semaine prochaine, je le dis. Patience. On a besoin de patience au Barça. C'est le mot d'ordre, évidemment. Certes, on parle au Barça que c'est trophée, 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 mais il faut se rendre compte de la réalité du Barça. On est dans une situation précaire, toujours, 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 avec des dettes à gogo, mais on ne va pas s'arrêter là. Commande Barça, Visca Barça, et bonne chance Flick pour la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, évidemment, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. On se retrouve très très vite.